L'armée tchadienne a déclenché ce mardi une offensive terrestre contre Boko Haram au Nigeria. Les forces tchadiennes ont pénétré la ville de Gambourou depuis la frontière camerounaise après de violents combats. Robert Mugabe pourra se rendre dans l'Union européenne malgré les sanctions qui le lui interdisent s'il voyage au nom de l'Union africaine. C'est ce qu'a indiqué ce mardi une porte-parole de l'Union européenne. Coupe d'Afrique des Nations de football, les demi-finales démarrent ce mercredi. Les Black Stars seront face à la Guinée équatoriale pendant que les éléphants de la Côte d'Ivoire affronteront la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Sika TV. L'armée tchadienne a déclenché ce mardi une offensive terrestre au Nigeria contre Boko Haram pénétrant dans la ville de Gambourou. Les blindés et les fantassins tchadiens ont franchi le pont séparant la ville camerounaise de Fotokol de la ville frontalière nigériane de Gambourou au Nigeria après d'importants bombardements aériens. C'est la première fois que des troupes tchadiennes qui se sont déployées mi-janvier au Cameroun pénètrent sur le sol du Nigeria, dont l'armée est très critiquée pour son inefficacité dans la lutte contre Boko Haram. D'autres forces tchadiennes sont massées à la frontière entre le Niger et le Nigeria, à proximité immédiate des bastions de Boko Haram. Précisons que la France soutient ces mouvements avec des missions de reconnaissance au-dessus du Tchad et du Cameroun. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi des sources officielles françaises, précisant que des renseignements étaient délivrés à ces pays largement impliqués dans la lutte contre Boko Haram. Toujours au Nigeria, collision entre un car et un camion dans l'état de Yobe, dans le nord du Nigeria. Le bilan très lourd de cet accident fait état de 16 morts et 35 blessés. Selon un responsable de la sécurité, le conducteur du car, qui revenait de la ville de Maïdougouri, a perdu le contrôle du moins et a dévié de la route après qu'un de ses pneus ait éclaté. Il a ensuite percuté un camion qui transportait de l'aide pour les personnes fuyant les violences de Boko Haram. Ce genre d'accident est fréquent et est dû souvent au mauvais état des routes du Nigeria et à la surcharge des véhicules. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui est depuis la semaine dernière le nouveau président en exercice de l'Union africaine, pourra-t-il se rendre dans l'Union européenne malgré les sanctions qui le lui interdisent? Cette question qui suscite beaucoup de polémiques et de commentaires a trouvé une réponse officielle ce mardi. Une porte-parole de l'Union européenne a en effet annoncé lors d'une conférence de presse que si Robert Mugabe voyageait pour représenter l'Union africaine, il pourra se rendre au sein de l'Union européenne. Plus de précisions dans ce reportage. Il était visé par une interdiction de voyager, mais sa nouvelle qualité de président en exercice de l'Union africaine vient changer la donne. Robert Mugabe, dont le nom figure sur une liste noire de personnalités interdites de visa pour l'Union européenne et dont les avoirs sont gelés en Europe, pourrait au cours de son mandat effectuer des missions sur le continent européen. Monsieur Mugabe est visé par une interdiction de voyager, mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine. Depuis 2013, l'Union européenne avait commencé à normaliser ses relations avec le Zimbabwe, levant la plupart des sanctions imposées à ce pays depuis 2002 pour protester contre la violence politique et les atteintes aux droits de l'homme dont elle accusait le régime de Mugabe. L'interdiction de voyager était cependant maintenue et restait valable pour la première dame du Zimbabwe grâce à Mugabe, qui ne semble pas concerné par cette mesure due au nouveau titre de son époux. Cela s'applique à M. Mugabe lorsqu'il effectue des missions internationales en sa qualité de président de l'Union africaine. Grâce à Mugabe, toujours interdite de voyager en Europe, voilà qui pourrait amener Robert Mugabe à durcir davantage sa position, lui qui avait boycotté en avril 2014 un sommet UE-Afrique à Bruxelles parce qu'un visa avait été refusé à son épouse. En Haïti, de nombreux incidents ont éclaté. 3 personnes ont été blessées par balle ce lundi à Port-au-Prince, la capitale. À la base, des syndicats de transporteurs ont lancé une grève de 2 jours pour exiger une baisse du coût des produits pétroliers. Reportage.
Le nouveau gouvernement haïtien a annoncé une légère baisse de 0,30 $ sur le litre d'essence. Une mesure jugée insuffisante par les syndicats. De nombreux incidents ont donc éclaté au cours des manifestations de protestation. C'est ainsi qu'au moins 3 personnes ont été blessées par balle dans un quartier au sud de la capitale. Ceci fait suite à des échauffourées entre des jeunes et une patrouille de la police, à en croire des médias locaux. Mais la police a déclaré quant à elle qu'une seule personne avait été blessée par balle. Des patrouilles de la police haïtienne ont ouvert le feu et lancé des grenades lacrymogènes pour disperser des rassemblements de jeunes qui bloquaient des rues avec des pierres et des branches d'arbres. La situation a considérablement perturbé les établissements scolaires et commerciaux, ainsi que l'administration en raison de l'absence de véhicules de transport en commun. Les syndicats de transporteurs ont appelé à 2 jours de grève pour exiger une baisse du coût des produits pétroliers en vue de la chute du cours de baril de pétrole sur le marché international. La Colombie à présent reprise ce lundi des pourparlers de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement colombien. Cette réunion se tient à La Havane, à Cuba, après une pause entamée le 17 décembre dernier. Une fois réglée la question de dédommagement des victimes, les délégations devront se pencher sur l'abandon des armes et les modalités de ratification d'un accord de paix final. Reportage. Ouvert en novembre 2012, les pourparlers de paix ont pour l'instant permis de nouer des accords partiels sur la nécessité d'une réforme rurale, la participation des ex-guerrilleros à la vie politique ou encore la lutte contre le trafic de cocaïne. Nous recommençons les négociations en espérant que les termes que nous avons accordés et qui sont connus du peuple colombien et du reste du monde continuent d'être respectés. Le respect dû à ce fondement ne peut pas être détourné par des formules étrangères à ce processus. Alors que la partie gouvernementale s'est abstenue de faire de déclarations, la rébellion a rappelé son hostilité par rapport à 2 initiatives du président colombien Juan Manuel Santos. Lesquelles initiatives sont jugées d'étrangères aux discussions de paix ouvertes fin 2012 à Cuba. L'une vise à organiser un référendum pour ratifier un éventuel accord de paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. L'autre a trait à un cadre juridique pour la paix mis en place en 2013 par le président colombien pour définir les conditions légales de réinsertion des membres de la guérilla. Dans cette perspective, il est dans notre intérêt de convenir des procédures et des mécanismes à prendre pour réussir à obtenir réparation pour les victimes de tous les acteurs liés au conflit, armés ou non, sans considération de statut, de hiérarchie, de condition ou d'origine. Le conflit interne colombien qui a mêlé l'armée à des guérillas communistes, des milices paramilitaires d'extrême droite et des bandes criminelles a fait en 50 ans quelques 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés, selon des chiffres officiels. La France à présent, la première journée du procès du Carlton s'est achevée ce lundi. Dominique Strauss-Kahn, qui a répondu à quelques questions du tribunal, a comparu en compagnie d'un hôtelier, d'un policier, d'un avocat et d'entrepreneurs ainsi que du médiatique Dodo la Saumure, un tenancier revendiqué d'établissement de plaisir en Belgique. Au reportage. Près de 4 ans après le scandale sexuel du Sofitel qui avait brisé sa carrière politique, Dominique Strauss-Kahn s'est retrouvé lundi sur le banc des prévenus, accusé de proxénétisme aggravé, aux côtés de 13 autres personnes au premier jour du procès de l'affaire dite du Carlton de Lille. L'ancien directeur du Fonds monétaire international, longtemps favori des sondages en vue de la présidentielle de 2012, avant sa chute faustienne à New York devant les caméras du monde entier, est soupçonné cette fois non plus de viol, mais d'avoir été au cœur d'un réseau de prostitution mis en place par ses amis du Nord. Pour l'accusation, Dominique Strauss-Kahn, 65 ans, était le roi de la fête des nombreuses parties fines organisées avec des prostituées dans le Nord, mais aussi à Paris, ou même à 3 reprises à Washington, alors qu'il était encore à la tête du Fonds monétaire international. Dominique Strauss-Kahn, pour sa défense, tout en admettant être adepte du libertinage, a toujours affirmé avoir ignoré la qualité des jeunes femmes participant aux soirées. Au terme de ce procès qui doit durer au moins 3 semaines, Dominique Strauss-Kahn encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende, alors que le parquet, durant l'instruction, avait requis le non-lieu en ce qui le concerne. La nouvelle de la CAN 2015 à présent, qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015,
Après avoir battu respectivement l'Algérie et le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se préparent à négocier dès ce mercredi à Bata l'un des 2 tickets pour la finale de la compétition. Pour l'instant, chaque équipe redoute son adversaire et préfère jouer à la carte de l'humilité. Les détails dans ce reportage. Même si les éléphants de la Côte d'Ivoire sont donnés grands favoris contre la République démocratique du Congo en demi-finale de la CAN 2015 mercredi à Bata, les léopards refusent de s'avouer vaincus d'avance. Pour leur sélectionneur Florent Ibengue, tout l'enjeu du match pour ses joueurs sera de s'adapter à la nouvelle façon de jouer, plus compacte des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a changé sa façon de jouer par rapport à ce qu'on avait vu avant. Donc il faudra proposer autre chose pour passer devant. Avant, ils faisaient le jeu, ils aimaient avoir le ballon, mais ils ont compris, ils ont fait le jeu au Cameroun, ils en ont pris 4. Ils ont ouvert contre nous, ils en ont pris 4. Donc ils ont rectifié, et je pense que c'est faire preuve d'intelligence que de ne pas persévérer dans l'erreur. Et là, ils sont beaucoup plus compacts. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a appelé ses joueurs à être humbles, même si les éléphants sont donnés grands favoris contre la République démocratique du Congo. Si on pense que le fait que de simplement revêtir le maillot de la Côte d'Ivoire suffira à battre la République démocratique du Congo, on aura tout faux. Aujourd'hui, j'essaye d'insister et je ne le fais pas pour faire beau, je le dis sincèrement, il faut qu'on soit humble. Parce qu'on n'a pas une équipe pour promener tous nos adversaires. Qui des éléphants de la Côte d'Ivoire ou des léopards de la République démocratique du Congo décrochera son ticket pour la finale de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations? La réponse ce mercredi à Bata. Les demi-finales donc démarrent ce mercredi, mais avant, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ont réservé leur lot de surprises, de matchs haletants et de controverses également. Place maintenant aux demi-finales avec la désormais grande favorite, la Côte d'Ivoire, face à la RDC dès ce mercredi, puis au Ghana, le Ghana qui affrontera le pays organisateur, la Guinée équatoriale, le jeudi prochain. Reportage. Les supporters ivoiriens s'y voient déjà. Depuis que leur équipe a battu l'Algérie dans le choc des quarts de finale, ils n'imaginent pas qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Les Fennecs, meilleurs Africains au classement FIFA, étaient pourtant les favoris du tournoi, mais ça n'a pas suffi à dompter les éléphants, vainqueurs 3-1 de cette finale avant l'heure, et qui ont sorti leur meilleur match au meilleur moment. Je pense qu'on a battu la meilleure équipe du tournoi. Donc là, il fallait rester très bien organisé et essayer de contrer cette équipe et être très performant sur les coups de pied arrêtés. En demi-finale mercredi, les coéquipiers de Gervinho se présenteront en position de force contre la République démocratique du Congo, véritable miraculé des quarts de finale. Menés 2-0 par leurs voisins du Congo, les Léopards ont inscrit 4 buts dans les 25 dernières minutes du match pour arracher la victoire. Les Ivoiriens savent donc qu'ils devront se méfier des joueurs de Florent Ibengue, qui les avait d'ailleurs battus chez eux lors des qualifications. La Grande Côte d'Ivoire n'avait pas perdu depuis je ne sais combien d'années chez elle. Et on les a battus. La génération de Yaya Touré l'a dit d'ailleurs, ils n'avaient jamais perdu à domicile. Et nous avons réussi à gagner là-bas. Donc ils vont être très revanchards. Le Ghana, quant à lui, se prépare à disputer sa 5e demi-finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations. Les Black Stars ont facilement disposé de la Guinée, 3-1. Jeudi, ce sera l'autre Guinée qui leur fera face. La Guinée équatoriale, modeste pays hôte que personne n'attendait à ce niveau, mais qui sera portée à domicile par une grande ferveur populaire. C'est très difficile de jouer contre l'équipe qui accueille, avec tous leurs supporters, et c'est dans leur pays. Chaque match est un défi. Notre groupe était un défi, et aujourd'hui c'était un défi. Donc ce sera encore un grand défi, et ce sera une demi-finale. La controverse accompagne néanmoins le conte de fées de la Guinée équatoriale, sauvé face à la Tunisie par un pénalty extrêmement généreux en fin de temps réglementaire. Furieux, les Tunisiens ont crié à l'injustice, alimentant la polémique sur la qualité de l'arbitrage dans cette CAN. Mais les joueurs équato-guinéens ne veulent penser qu'à une seule chose. Ils ont maintenant rendez-vous avec la première demi-finale de Coupe d'Afrique de leur histoire. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.